Donc bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur le Lean Engineering et plus particulièrement sur comment améliorer les performances des projets avec le Lean Engineering. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement, je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, la session sera animée par Jean-Christophe Brouette, directeur associé chez XL Group, et Yann Lissardi, responsable excellence opérationnelle au Rano Projet et également directeur du programme PLM au Rano Group. Alors, pour commencer brièvement, je vous donne quelques petites règles de confort pour la webconférence. Alors, vous avez pu voir que vos micros et vos caméras sont coupés. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre la webconférence correctement. Je pense qu'on sera un petit peu plus de 100 personnes, donc ça fait du monde si tout le monde met sa caméra. Pour ce qui est des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la session. Vous avez le petit module de conversation là où tout le monde dit bonjour. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session et nos animateurs prendront le temps d'y répondre au fil de l'eau. Vous ne vous inquiétez pas, si on n'a pas le temps de répondre à vos questions pendant la webconférence, vous pourrez toujours nous les poser après et on vous recontactera ultérieurement. Pour ce qui est des slides du replay, comme je vous disais, je vous enverrai un mail normalement lundi avec tous ces éléments. Brièvement, avant de commencer, je vous présente la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 35 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble, Reims, Lorient et Lille. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à nos deux animateurs et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci Camille. Donc, je vais avoir le plaisir d'animer cette webconférence avec Yann Lissardi d'Orano Projet. Je vais vous présenter très rapidement le menu. On va commencer par un petit peu de vocabulaire. On enchaînera ensuite par le contexte actuel au sein des projets, en tout cas ce que nous pouvons observer. Et nous poserons la problématique en posant la question, est-ce que le Lean s'applique au projet? Et ensuite, on passera à de l'application avec donc un exemple de déploiement du Lean Engineering au sein d'Orano Projet et puis des exemples concrets sur des projets. Voilà, et puis on fera une conclusion, une synthèse sur les enseignements à retenir de l'ensemble des points que l'on aura vus précédemment. Voilà, donc sur la première partie, un petit peu de vocabulaire, donc simplement pour rappeler ce qu'est un projet. Donc il y a une norme qui définit cette notion-là, hein. Alors un projet, c'est quoi? C'est un processus unique. On a des éléments qui vont déclencher ce projet, hein, un début et puis une fin. On a des livrables, on a des jalons. Et donc un projet fait appel à des ressources, à des compétences, à un budget, à un planning et un pilotage des activités de ce planning avec une dimension forte en matière de performance attendue dans les projets, en termes de qualité, de délai et de coût, mais également de sécurité et de sérénité des équipes. Voilà, donc sur cette partie projet qui est assez classique, on va maintenant définir ce qu'est le lean management. Donc le Lean, c'est une démarche, en général d'entreprise, hein, qui engage l'ensemble des collaborateurs et qui est basée effectivement sur un état d'esprit et des valeurs qui sont importantes, c'est-à-dire l'implication des équipes au cœur de cette démarche, la bienveillance et l'écoute dans une dynamique d'amélioration continue, donc du pas à pas sur les progrès qu'on peut obtenir dans l'entreprise, mais également des projets par percée pour faire des sauts de performance à l'intérieur de l'entreprise. C'est orienté sur la capacité à apporter de la valeur ajoutée pour le client avec une approche qui est la chasse au gaspillage notamment, hein, voilà, permettant, on va dire d'accélérer les flux. Donc il y a une dimension de délai qui va être importante, mais également de fiabilité, de renforcer la fiabilité dans la qualité des produits et des prestations qui sont proposés. Voilà, on va aborder cette démarche Lean sous le regard Lean Engineering et voir de quelle manière elle peut s'appliquer au niveau des projets pour les améliorer. Voilà, rapidement, une fois passées ces quelques présentations de vocabulaire, nous allons regarder le contexte dans les projets. Donc, quelques éléments clés que peuvent nous remonter les instituts de sondage ou les organismes qui sont amenés
à travailler sur la gestion de projets. On peut voir que 30% des projets sont achevés en respectant les délais, donc ça veut dire qu'il y a 70% des projets qui échouent. Autre chiffre intéressant, 40% des chefs d'entreprise estiment que pour réussir dans les 10 années à venir, leur entreprise doit se transformer et donc a priori réussir les projets associés. Et puis, on a un autre chiffre qui est intéressant, 85% des projets d'innovation échouent. Donc c'est une vraie réalité avec, une dimension au niveau des startups. Donc, voilà, 90% des startups ne dépassent pas le million de chiffre d'affaires. Autre élément d'enseignement, intéressant, c'est que lié au manque de planification ou aux difficultés liées à la planification des ressources, hein, dans un projet, ça impacte, un gaspillage de plus de 11% des ressources au sein d'une entreprise et donc le PMI a fait ressortir quelques causes d'échec, dans les projets, que vous pouvez, voir à l'écran. Donc, changement dans les priorités, changement dans les objectifs et puis, une problématique forte dans la collecte, des exigences liées au projet, donc, des collectes erronées dans les exigences liées au projet. Voilà sur ce contexte avec, donc, la parole que maintenant je vais laisser à Yann pour, présenter Orano et Orano Projet. Oui, merci Jean-Christophe. Bonjour à tous. Donc Yann Lissardi, je suis en charge d'excellence opérationnelle pour l'ingénierie du groupe Orano et je suis aussi directeur du programme de Product Lifecycle Management du groupe. Et justement, avant d'aller sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui, il me semblait intéressant de passer un petit peu de temps à vous représenter le groupe Orano. Donc, Orano qui finalement est une marque assez récente puisque c'est un groupe qui a été créé en 2018. Donc là, vous avez quelques chiffres clés là, sur l'année 2022 pour savoir à peu près ce que nous sommes et qui nous sommes. Mais l'histoire, c'est un groupe qui est issu de la restructuration du groupe Areva, qui a été en 2015-2016 séparé en plusieurs parties, en particulier Framatome d'un côté et du coup maintenant Orano de l'autre. Et donc, nous avons cette histoire avec nous, hein, puisque ça fait finalement plus de 40 ans que nous sommes un acteur industriel de la filière nucléaire. Pas forcément sous ce nom-là. Donc 4 milliards de chiffre d'affaires, une bonne visibilité sur l'activité encarnée, 17 000 collaborateurs dans le monde. Vous voyez que c'est vrai que le tropisme de l'activité est très franco-européen, mais nous avons des activités en Amérique et en Asie aussi, donc une exposition internationale. Et sur nos secteurs de marché, nous sommes top 3 dans chacun des business que nous adressons. Alors, ces business, qui sont-ils? Ce qui est intéressant, c'est que vous compreniez ce que nous faisons. Fondamentalement, en général, quand on parle aux gens de filière nucléaire ou de nucléaire, ce qui se représente assez bien, c'est les réacteurs. Il se trouve que nous faisons tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après, mais précisément pas ça. Pas de réacteurs. Donc, nous sommes des acteurs de ce qu'on appelle le cycle du combustible du nucléaire, avec un certain nombre d'activités sur ce cycle du combustible, de l'extraction minière jusqu'à la préparation de matières utilisables pour fabriquer des combustibles, combustibles qui vont être ensuite utilisés dans les centrales. Ces deux activités-là ne sont pas dans notre business. Et une fois que les combustibles ont été utilisés en centrale, on les récupère, on est capable de les recycler et de les renvoyer dans la chaîne de valeur avec ce qu'on appelle du combustible multi-oxyde. Ça, c'est pour l'activité industrielle. Adossé à cette activité industrielle, nous avons 3 activités de service autour de tout ce qui est la logistique de ce cycle, les emballages et les transports, tout ce qui est les démantèlements des installations de cette nature pour nous-mêmes ou pour nos clients. Et enfin, l'ingénierie qui s'appelle Orano Projet et que je représente aujourd'hui. Donc, Orano Projet qui est donc une business unit, donc, qui est responsable de son PNL, donc un centre de profit, qui est une ingénierie, donc ce qu'on appelle une ingénierie EPC, Engineering Procurement Construction, donc qui a pour vocation de livrer, d'étudier, pardon, de concevoir, de superviser la réalisation et de livrer des installations à ses clients sur l'ensemble des business que je vous ai cités
en particulier et de façon privilégiée. On travaille essentiellement pour les besoins de notre groupe, mais on travaille aussi pour beaucoup d'autres acteurs de la filière nucléaire, que ce soit en France ou à l'international. Donc, nous avons aussi une exposition à l'externe. Donc, on est à peu près 1700. Si on agrège les filiales à l'international et sur d'autres secteurs d'activité, on va être presque 2000 aujourd'hui en termes de force d'ingénierie. On a une dynamique de recrutement qui est importante, on a une vraie expertise métier et on s'appelle Orano Projet. Donc, je parle d'ingénierie, mais finalement, on s'appelle Orano Projet parce qu'on est une ingénierie de projet, ce qui est le thème de la conférence. Et ce que nous faisons, c'est que nous mettons en projet les besoins de nos clients et nous livrons des installations. Notre différenciant, c'est que nous connaissons, je vous ai dit, on a 40 ans, finalement 40 à 50 ans d'activité industrielle et notre ingénierie est une ingénierie qui a gardé le savoir des installations qu'elle a faites pour le groupe. Et donc, nous avons cette capacité de suivre les installations que nous avons livrées avec les exploitants de notre groupe. Et donc, on a en permanence cette capacité d'être adhérent à la réalité de la vie des installations industrielles qu'on livre. Voilà pour la présentation du groupe et de l'ingénierie. Ce que je voulais remettre en perspective, donc je vous ai parlé de restructuration, donc c'est des périodes qui ne sont jamais faciles dans la vie des entreprises, mais c'est des périodes qui, pour rebondir, permettent aussi de poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et qu'est-ce qu'on veut devenir. À la sortie de la restructuration du groupe Areva, la création d'Orano, l'ingénierie du groupe Orano Projet s'est posé la question de quelle stratégie on devait poursuivre pour les 10 années à venir. Et fondamentalement, on s'est dit, pour rester crédible et pour notre propre développement, pour les besoins du groupe, il faut à la fois qu'on continue à servir nos acteurs industriels, les gens qui ont des usines dans notre environnement, dans notre groupe, mais aussi de servir des clients à l'externe et donc de se développer, d'aller chercher des marchés. Je vous ai dit tout à l'heure, on est responsable de notre PNL. Donc, il faut qu'on contribue à la croissance externe des activités du groupe en tant qu'ingénieriste, ce qui était un petit peu nouveau dans le business model. Et pour faire ça, nécessité de se transformer. Je crois que tu l'as dit, Jean-Christophe, tout à l'heure. Il faut se transformer. L'entreprise, le management a compris que c'était un impératif pour survivre et un impératif d'autant plus majeur en sortant d'une restructuration qui a marqué les équipes. Et dans ce cadre-là, une fois qu'on a dit ça, c'est quand on fait des trajectoires à 10 ans en termes de plan d'action stratégique, il y a le besoin qui ressort, c'est avec tout ça, c'est d'être capable de maîtriser notre compétitivité et notre compétitivité au service de nos clients internes comme externes que nous avons essayé d'outiller avec la transformation. Merci Yann pour cette présentation du groupe Orano et d'Orano Projet. Donc on va se poser la question et on va essayer d'y répondre pour la suite de la webconférence. Donc le Lean s'applique-t-il au projet? Donc assez rapidement, les grandes étapes d'un projet, donc de l'estimation un peu de l'opportunité, du cadrage préalable jusqu'à la clôture, ça passe par différentes phases. Alors qui pour certains projets se passent bien, pour d'autres un petit peu moins bien. Donc voilà, on voit qu'on a cette phase un peu amont d'avant-projet sur la compréhension et le cadrage du besoin, l'initialisation du projet avec une description un peu plus précise donc du cadre et du périmètre du projet, des objectifs, des livrables, et puis une phase de planification sur les différentes activités du projet. Puis après, de l'exécution du projet, du contrôle de la bonne réalisation et puis de la clôture du projet. Voilà, donc ce sont des phases assez classiques. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de regarder qu'est-ce qui peut pécher ou qu'est-ce qui peut dysfonctionner dans ces phases clés. Et puis, on se rend compte qu'à chacune et au sein de chacune des phases, on peut avoir un certain nombre de difficultés qui vont impacter sur les performances, donc sécurité, sérénité, qualité, délai et coût, et qu'à un moment donné, eh bien, on va avoir des budgets qui peuvent exploser, on peut avoir des délais qui sont là aussi avec des difficultés pour les tenir, des livrables qui sont soit en surqualité, soit en sous-qualité, et puis des équipes qui sont sous tension. Voilà, donc quelques éléments un peu plus concrets de ce qu'on peut observer. Voilà, on voit on peut avoir des problématiques de mise en collaboration des équipes, donc difficulté à créer un peu de transversalité,
que chaque personne au sein du projet comprenne son rôle, comprenne les tâches qu'il a à faire à quel moment. Ça peut être une des difficultés. Donc c'est vraiment lié au pilotage et à l'animation collaborative du projet. Voilà, on peut avoir aussi quelques irritants en matière de reporting assez lourds. On peut avoir aussi, on va dire, des attentes clients qui ne sont pas tout à fait bien cadrées au départ et donc qui présentent, après coup évidemment des difficultés pour y répondre. Et puis, on va dire par rapport à ça, un impact sur les délais, sur l'ensemble des performances, c'est ce que l'on a dit. Donc dans la vie des projets, c'est ce qu'on peut, observer, relativement régulièrement, alors, plus ou moins, fortement selon les projets. Mais l'idée, qu'on va développer, derrière, c'est en quoi est-ce que le Lean, avec ses principes et avec sa méthode, peut aider à, améliorer le pilotage et la capacité à atteindre les performances, liées au projet. Donc avec, un plus de pilotage, une meilleure anticipation, une meilleure coordination, une meilleure communication, au niveau des différents, projets. Voilà, et donc en s'appuyant sur, les 3 principes, du Lean, hein, je les rappelle, simplement avec, quelqu'un qu'on connaît bien qui, a quelques citations, pertinentes sur ces sujets. Donc le 1er des principes, c'est l'intelligence collective. La base, c'est qu'effectivement en travaillant seul, on a du mal à avancer, en travaillant plusieurs, on est plus efficace et donc sur un projet, c'est bien ce qui fait la réussite d'un projet, la capacité à coordonner les énergies, les compétences au service du projet pour atteindre les livrables, pour passer les jalons et tenir les délais attendus. Donc cette capacité à créer de l'intelligence collective qui est au cœur du Lean s'applique évidemment sur les projets. On a ensuite le juste nécessaire. Donc le juste nécessaire dans le Lean management, c'est la capacité à se concentrer sur l'essentiel et à réduire les gaspillages. On a 8 familles de gaspillage dans le Lean management et donc qui s'appliquent aussi dans les projets. Et donc, l'objectif là, c'est de se concentrer sur la valeur ajoutée attendue au niveau du projet et de réduire les gaspillages. Le 3e principe du Lean qui va pleinement s'appliquer sur les projets, c'est la capacité à se remettre en question. Alors effectivement, la difficulté à faire des retours d'expérience, à se poser les bonnes questions à la fin des projets, mais également sur les différentes phases d'un projet, peut nuire à la performance, à la réussite d'un projet. Donc la capacité à se remettre en question est un des principes de Lean qui s'applique également pleinement, au projet. Voilà, donc une petite image pour visualiser ce que peut représenter le Lean Management. On a, au-dessus de l'image un process assez complexe, qui, subit, plusieurs aléas avec des allers-retours, avec beaucoup de niveaux de validation, voilà, avec de la complexité. Et là, on peut le vivre, au quotidien, mais c'est le cas aussi sur certains projets. Et puis l'objectif, c'est d'aller à l'essentiel, de se poser les bonnes questions, de faire se concentrer les équipes sur la création de valeur dans les projets en réduisant, les gaspillages. Donc, faisant plus simple pour accélérer les projets, pour gagner en qualité et pour tenir les délais et le budget avec des équipes sereines, puisque c'est bien aussi l'état d'esprit qui est, derrière cette approche, Lean Management. Voilà, donc sur cette, petite introduction en termes de problématiques, on va maintenant voir concrètement comment, le Lean s'applique au projet. Oui, alors ce que je voulais préciser, ce qu'on a essayé de mettre en perspective ici, c'est le groupe Orano a mis en place son système d'excellence opérationnelle hein, autour des années 2016-2017 en s'inspirant des meilleures pratiques de l'industrie manufacturière en particulier. Donc, on retrouve dans le système d'excellence, c'est l'image qui est à gauche, je dirais les logiques de PDCA, de calme du progrès. Puis en termes de posture de management, on a finalement la dynamique de la pyramide inversée. Donc, c'est un système d'excellence qui a été créé pour répondre aux besoins de soutenabilité puis de profitabilité du groupe. Et il a été décidé à cette époque-là de le déployer de façon indifférenciée sur l'ensemble des activités qui composent un groupe tel qu'Orano. Et on s'est rendu compte que finalement, ça ne fonctionnait pas de la même façon partout en termes d'adhésion dans les équipes, que le modèle en lui-même et son mode de déploiement ne correspondaient pas forcément à toutes les activités telles qu'elles étaient. Donc, on s'est posé la question, du coup, c'est sûr que si les fondamentaux sont les mêmes sur le Lean,
et sur le système d'excellence opérationnelle pour tous les domaines d'application, on s'est dit, à un moment, il y a sans doute des adaptations à faire. Réaliser des projets, ce n'est pas forcément exactement la même chose, et on en a déjà beaucoup parlé, que de faire de la production dans une usine. Donc, il faut qu'on se pose la question d'adapter ce système d'excellence à des activités d'ingénierie et de projet. C'est ça qu'on va présenter pour la suite. Voilà, donc je pense que tu peux garder la main sur les exemples de déploiement au sein de la structure de Renault Projet, et ensuite on passera à des exemples concrets sur l'application au sein de quelques projets. Alors, dont je vous disais tout à l'heure, on s'est posé la question de qu'est-ce que ça veut dire d'adapter un référentiel d'excellence opérationnelle à des activités d'ingénierie et de projet. On a commencé par se poser la question de finalement qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce qu'attendent de nous nos clients. C'est quand même la base des questions qu'on doit se poser dans ces cas-là. Et je vous ai dit tout à l'heure, un des motos, c'est le développement à l'externe et la compétitivité. Donc, on s'est dit finalement, la compétitivité pour nous, c'est quoi? Alors, vu de nos clients, quand je parle, il y a des clients en intragroupe. On a un système de BU, donc on a des clients qui nous font confiance pour réaliser leurs projets, mais qui sont exigeants. On ne peut pas les réaliser dans n'importe quelle condition, évidemment. Mais nos clients, c'est aussi des clients à l'externe. Donc, fondamentalement, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur livre des installations qui sont compétitives en termes de coût total de possession. Sans grande surprise, on est une industrie qui est plutôt CAPEX intensive. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de montants d'investissement, mais on a aussi des temps d'exploitation qui sont très, très longs. Donc, la compétitivité, elle s'apprécie à l'aune de la durée de vie du produit. Alors, ils attendent de nous des installations compétitives qui peuvent exploiter de façon compétitive, mais ils attendent aussi de nous qu'on les réalise qu'on soit excellent dans l'exécution pour les réaliser. On parlait de SQDC ou de SQCD, ça dépend dans quel ordre vous voulez le mettre tout à l'heure. Mais fondamentalement, nos clients, c'est ça qu'ils attendent de nous. Alors, on s'est dit, ça, c'est ce qu'attendent de nous nos clients. Et ça, du coup, comment on le retraduit dans notre contexte d'ingénierie de projet? Alors, il y a deux axes de lecture. Nous concevons, nous réalisons et nous livrons des installations à nos clients. Donc, effectivement, nous avons en main les choix techniques qui font la compétitivité de l'installation de demain. Mais nous avons aussi, dans l'excellence, dans l'exécution, tout ce qui concerne notre propre compétitivité, c'est-à-dire notre performance intrinsèque d'ingénieriste, qui passe fondamentalement par la quantité de travail à réaliser pour faire nos études et pour livrer des installations, et le coût associé à cette quantité de travail. Et donc, on s'est reposé la question de l'excellence dans les opérations, avec finalement quelque chose qui est assez agrégé dans ce que nous sommes, qui est un indicateur d'on-time delivery, puisqu'on pilote beaucoup par les plannings. On le verra juste après. Tout ce qui est nos outils de conception, nos outils digitaux, comment est-ce qu'on met en projet, comment est-ce qu'on rend le pilotage de nos projets accessible, quelle est l'efficacité de notre organisation, quels sont nos modes de management. Et tout ça, finalement, l'objectif de toutes ces questions pour nous-mêmes, c'est d'améliorer notre productivité au service de la compétitivité de ce que nous faisons pour nos clients. C'est vraiment les deux clés de lecture. Alors, pour accélérer, pour essayer de répondre à ces enjeux-là, on a mis en place notre plan de transformation qui sort 3 piliers. Mais avant ça, et je crois que ça a été aussi dit par Jean-Christophe, c'est-à-dire la performance des opérations, un système d'excellence, un mindset de performance, ça passe par une volonté managériale, des objectifs stratégiques d'entreprise et des indicateurs, des KPI sur lesquels l'ensemble du système de management est embarqué et objectivé. Donc, on a commencé par se dire, pour nous-mêmes, on prend un engagement de performance cumulé. Je parlais de productivité. On s'est dit, en tant que management, et on a présenté ça à nos clients et on a présenté ça à nos équipes, on prend l'objectif de faire la même chose pour moins d'efforts pour les 5 années qui viennent. Et on le met dans les coûts qu'on vous rend sur ce qu'on va faire pour vous en termes de travail à réaliser. Donc, c'est un objectif de performance en volume et donc un objectif de productivité qui engage l'ingénierie à se transformer. C'est vraiment sur la façon dont on travaille qu'on va aller chercher cette productivité-là.
Pour mettre en œuvre et pour soutenir cet effort, c'est-à-dire pour aider les équipes finalement à atteindre ces objectifs, on a décidé de mettre en place un plan de transformation avec 3 piliers que j'ai déjà un petit peu présentés tout à l'heure. La relance d'une démarche d'excellence opérationnelle basée sur le Lean adapté à l'ingénierie, c'est pour ça qu'on parle de Lean Engineering, tout en restant dans les principes de l'excellence opérationnelle et dans le cadre groupe, évidemment, mais on l'a quand même adapté. On a mis en place un plan de transformation digitale dont je parlerai tout à la fin. Et pour tout ça, de la conduite du changement et aussi un travail sur les pratiques managériales. Hein, quand on parle de transformation digitale, quand on parle de système de management d'excellence opérationnelle, il faut l'accompagner pour l'ensemble du corps managérial et en particulier le management intermédiaire. Pour être sûr que l'ensemble soit homogène et cohérent, et si je me raccroche à ce que préconise je dirais le Lean Management, on a un système de management cycle qui est, si je fais un parallèle, qui est une forme d'Oshin-Kanri, c'est-à-dire dans lequel on s'assure que les objectifs stratégiques sont bien déclinés à toutes les entités et qui permet finalement d'afficher tous les ans une cohérence d'ensemble entre ce qu'atteint le groupe, ce que les différentes entités ingénierie vont faire et ce que nous, en tant qu'ingénierie, on va décliner comme objectif à nos équipes. Et donc, ce que je vous ai dit précédemment, pour que ce soit visible, pour que ce soit assumé et compris de nos équipes, on l'a clairement affiché dans les objectifs de l'ingénierie, c'est affiché tous les ans le gain de productivité qu'on cherche à atteindre, l'action à mener, le jalonnement et les porteurs d'action. Voilà. Et moi, typiquement, je suis porteur de l'action qui consiste à mener les actions autour du Lean Engineering et du plan de transformation. Donc ça, c'est un objectif stratégique assumé qui permet de tirer le terrain dans le sens de la transformation. Et je pense que c'est très important d'avoir aussi cet alignement managérial. Alors, je vais tout afficher. Je vous ai dit tout à l'heure, on a fait le constat que déployer le système d'excellence opérationnelle du groupe de façon homogène et cohérente sur toutes les business units, sur toutes les activités, ça n'a pas forcément marché. On en a fait le constat au bout de 2 à 3 ans avec le management de l'ingénierie, où on s'est dit qu'au rythme où on partait, on voyait bien qu'on n'avait pas le niveau de réponse attendu dans les équipes et surtout qu'on n'atteignait pas les niveaux de performance qu'un système d'excellence opérationnelle devait normalement délivrer. Alors, la bonne nouvelle, ce sur quoi on a capitalisé, c'est que quand même, avec tous les messages d'excellence opérationnelle du groupe, il y avait une prise de conscience collective. On avait déjà commencé à former des équipes. Il y avait quelques quick wins. Hein. Souvent, dans ces démarches de transformation, on a des early adopters et ceux-là, ils nous permettent d'avoir des zones pilotes. Donc, on a finalement localement des réussites, mais ça n'a pas suffi pour faire de la transformation à une échelle globale. Donc ça on en a fait le constat en disant on a quand même des signaux faibles sur le fait que par endroit, on voit que ça peut marcher. Si je regarde les opportunités, quand on fait des benchmarks à l'externe, on a aussi des entreprises qu'on est allé regarder sur lesquelles ils nous ont montré que pour des ingénieries et pour des systèmes d'ingénierie et de projet, faire du Lean, c'était possible. Donc ça a aussi aidé à convaincre le management. Et puis, quand bien même on est une ingénierie de projet qui nous appuyons beaucoup en termes de référentiel de management de projet sur le PMI, il y avait encore des projets, des grands projets sur lesquels il fallait professionnaliser cette approche méthodologique et on a la conviction que le Lean appliqué à ces opérations est un facteur de robustesse sur la mise en place des meilleures méthodes de management de projet. Bon, ça, c'est pour la partie force-opportunité. Sur les faiblesses, finalement, c'est plutôt comme ça qu'on a construit la suite, et j'y reviendrai. On s'est dit, on n'a sans doute pas suffisamment communiqué, les gens n'ont pas forcément compris qu'est-ce qu'on cherchait à faire avec l'excellence opérationnelle, c'était quoi, pourquoi est-ce qu'on leur parlait de terrain de jeu de shop floor pour des gens qui finalement font des processus transactionnels tous les jours. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ce qu'on déploie, il y a bien des gains en face, comment est-ce qu'on discute avec le client. Donc, tout ça, ça n'avait pas été nécessairement adressé et on s'est dit que dans la façon dont on mène nos projets aujourd'hui, c'était ça qu'il fallait remettre en perspective pour tirer du système d'excellence du Lean Engineering la performance pour nos opérations. Et il y a un sujet qui est revenu de façon assez régulière, c'est finalement pour nous l'un des points clés dans les indicateurs de projet, c'est notre capacité à tenir nos plannings. Donc on est allé sur les sujets de flux tirés assez vite. Comme un des points finalement différenciants ou un des points d'approche sur lesquels on devait axer le déploiement.
Je dirais pour terminer, une ingénierie de projet telle que nous sommes, c'est une ingénierie essentiellement composée d'ingénieurs avec une appétence extrêmement technique. On s'est rendu compte de deux choses. Pour ces populations-là, leur parler de manufacturing, ce n'était pas un facteur d'adhésion, voire plutôt, c'était même plutôt le contraire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'un déploiement top-down, sans prendre beaucoup de temps à réexpliquer le sens de pourquoi on le fait, où est-ce que ça a marché, qu'est-ce qui fait que ça peut marcher, et co-construire au moins les combats sur lesquels on voulait aller, c'était un point clé pour la réussite de la suite. Donc, ça, c'est un des enseignements qu'on a tirés de ces premières expériences. Faut me dire, Jean-Christophe, si je ne vais pas assez vite. Très bien, timing est parfait. Parfait, merci. Alors, sur la base de ce diagnostic, on a construit une roadmap prévisionnelle de déploiement sur 4 ans. C'est à peu près le temps qu'on s'est donné. On a commencé en 2020 et on s'est dit à partir de 2021, on va mesurer l'efficacité du plan. Je vous ai parlé de productivité tout à l'heure, j'y reviendrai. Donc on s'est dit la première année, il faut qu'on démarre et à partir de l'année +1, on va s'assurer que ce qu'on a démarré apporte du résultat. En tout cas, on s'est posé la question sur 4 ans, comment on voulait construire notre démarche et c'est quoi les thématiques sur lesquelles il fallait qu'on mette finalement un plan d'action en face. On en a finalement choisi macroscopiquement 6 et ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a besoin de redonner du sens fondamentalement à la démarche, en tout cas dans notre contexte. C'est quoi notre référentiel? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et c'est quoi faire du lean dans un environnement d'ingénierie de projet? C'est ça que je vais essayer d'éclairer tout à l'heure. Sans réinventer ce que c'est le lean, ça serait quand même assez prétentieux. Pour le faire, pour arriver à faire ça, il faut accompagner le mouvement avec des ressources dédiées et des compétences associées, ce que nous n'avions pas. Il faut qu'on s'assure que ce que nous faisons, ça apporte du résultat, ça c'est le point 4. Il faut communiquer sur ce que nous faisons, c'est-à-dire il y a du savoir-faire et il y a du faire savoir. Hein. Si on parle de transformation, il y a forcément dans la transformation la capacité à montrer ce qu'on fait pour engager les équipes sur le chemin. Et puis, de façon un peu plus projet, finalement, on est en train de mettre en place une transformation. Une transformation, c'est un projet. Nous sommes une ingénierie de projet, ça tombe bien. Donc, on a mis en place une entité dédiée pour piloter tous ces sujets-là, pour les mettre en projet et pour s'assurer qu'on tenait les engagements qu'on avait donnés, qu'on avait pris vis-à-vis du management. Donc, je ne vais pas forcément passer tous les plans d'action. Je voulais en illustrer quelques-uns. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a cherché à redonner du sens en définissant le référentiel. Et évidemment, on n'a rien réinventé. D'abord, on est parti des forces du déploiement du référentiel du groupe. Et je vous ai dit, on a cherché à adapter. Pour adapter, on a fait un exercice assez simple, c'est-à-dire qu'on a repris la maison du Lean et on s'est posé la question de la maison du Lean dans notre contexte de projet managé en PMI, dans notre contexte d'organisation matricielle entre des équipes projets, des disciplines métiers, dans notre contexte de référentiel méthodologique et de façon de travailler, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on a finalement contextualisé cette maison du Lean à ce que nous sommes. Et on en a tiré quelques éléments sur lesquels, finalement, on a mis l'effort de déploiement au début. On s'est dit, finalement, pour ce que nous sommes, l'un des points clés en termes de référentiel, c'est d'améliorer le pilotage des opérations. Et donc, améliorer le pilotage des opérations, c'est rendre explicite ce qui était assez implicite. Et c'est aider les équipes de projet, les équipes de management à rendre visible ce qu'ils avaient à faire et à être capable de mettre ça en trajectoire et de vérifier s'il y avait des écarts par rapport à la trajectoire. Donc, on a fait deux choses. On s'est dit, pour faire ça, il y a un super outil dans tout le référentiel, c'est les managements visuels de la performance. Vous voyez les AMV là. Les managements visuels, on ne va pas laisser tout le monde faire n'importe quoi. On fait le REX de ce que nous sommes, de ce que nous sommes en projet, et on définit les sujets qu'on veut absolument voir dans un management visuel de la performance. Qu'on soit une équipe projet ou qu'on soit une équipe de discipline métier qui a pour vocation de livrer ce que les projets attendent sur un champ technique particulier. Donc, on a défini des incontournables. Et dans les incontournables, en particulier, il y a un sujet qui est à l'articulation entre ce que veulent les projets et ce que doivent réaliser les métiers.
c'est le planning et les tâches à accomplir. Donc, on a beaucoup axé nos managements visuels autour des flux, du pilotage par les flux, du fait de tirer les flux et de s'assurer que les jalons et les engagements pris par des projets auprès de leurs clients étaient répercutés dans les capacités à faire des disciplines techniques. Donc, organisation matricielle assez classique en mode projet SO. Voilà, ça, c'est un des points clés parce que je parlerai beaucoup de management visuel après. Bon, une fois qu'on s'est dit on veut faire ça ensemble, on met ça dans le référentiel et on commence par ça. On a accompagné ça par de la formation, on a mis en place des guides, et puis on a accompagné ça aussi par de la maturité et de se dire est-ce qu'on atteint bien les niveaux attendus en termes d'accompagnement. Donc on a mis en place des matrices d'évaluation de maturité de ces managements visuels. Encore une fois, contextualisés à l'ingénierie et à nos projets. Ça, c'est sur l'aspect référentiel. Pour accompagner le déploiement d'un référentiel, il faut des équipes compétentes. En 2019, les équipes d'excellence opérationnelle de l'ingénierie, c'était une personne. Vous comprenez bien qu'à l'époque, on était 1500, une personne pour 1500, il y avait de toute façon un sujet d'accompagnement au déploiement. Donc, dans le cadre du plan de transformation, le management s'est dit, vu les ambitions qu'on a autour du déploiement du référentiel d'excellence opérationnelle, il faut qu'on ait une équipe dédiée. Et cette équipe dédiée, on l'a construite en prenant le parti de utiliser des gens venant de notre terrain, donc des gens de l'ingénierie, qui ont émis le souhait de monter en compétence sur ces disciplines-là par appétence. Donc, finalement, on est monté assez vite à 5 personnes. Je n'ai fait qu'un seul recrutement à l'externe au démarrage. Et j'ai choisi d'aller recruter à l'externe un profil certifié Black Belt justement pour nous aider en termes de méthodologie. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce qu'on s'est rendu compte que finalement, de la contextualisation disponible de comment est-ce qu'on fait de l'excellence opérationnelle et du lean dans les projets, j'en ai pas trouvé beaucoup sur le marché. Et ensuite, je vous ai dit, les 2-3 premières années, ça n'a pas super bien marché, en particulier parce qu'on a tenté de déployer ce qui se passait dans des usines. Finalement, pour convaincre nos équipes, pour convaincre les équipes de projet, pour convaincre les équipes métiers, quoi de mieux que de gens qui en viennent et qui sont capables de leur parler avec la connaissance du terrain. Donc, c'est le parti qu'on a pris. On a fait 2 choses en même temps qu'on recrutait cette équipe. On a admis qu'on ne savait pas. Et donc, on a pris une prestation externe, un cabinet de conseil pour nous aider à démarrer très vite en 6 mois. Donc, ils nous ont aidés à structurer cette équipe, à structurer la montée en compétences et à choisir les combats qu'on voulait mener. Donc, je pense qu'il faut aussi admettre des fois que quand on ne sait pas, il faut se faire aider, tout en se disant qu'on se fait aider de façon temporaire, parce que l'idée, c'est de s'approprier le sujet. Hein. C'est bien ça la philosophie qu'on a adoptée. Et le deuxième sujet, c'est qu'on s'est tout de suite posé la question du parcours de compétences pour les gens qui acceptaient de rejoindre cette équipe. Et donc, on a assez vite fait le constat qu'il fallait qu'on structure un parcours certifiant. Donc, certifiant d'abord parce que pour les équipes, c'est un facteur d'attractivité pour venir dans ce nouveau métier. C'est pas facile de créer un métier dans un contexte organisationnel établi. Et puis ensuite, parce que le fait qu'il soit certifiant et certifiant à l'externe, ça nous garantissait que le niveau de compétence atteint était dans les meilleures pratiques du marché. C'est ça les 2 approches. Et on en est là aujourd'hui puisque on a eu notre premier certifié Black Belt Lean en ce début du mois de septembre. Voilà pour l'aspect compétences. Autre point, c'est une question qu'on nous a souvent posée. OK, vous êtes gentil, mais ça rapporte quoi votre système là? Pourquoi est-ce que je le ferai? Qu'est-ce que je vais y gagner? C'est une question qui est, en tout cas dans notre contexte, éminemment complexe à documenter. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que de façon générale, puisqu'on avait pris l'engagement de mettre en place un plan de productivité, on a utilisé et capitalisé sur des initiatives qui existaient déjà dans certains projets pour développer une approche de mesure de la performance des opérations, donc une approche de la productivité, hein, donc basiquement avec les trajectoires budgétaires de nos projets. Qu'est-ce qu'on avait prévu de faire? Il faut faire la même chose à moins 3%. Du coup, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Donc les gains, les pertes. Et qu'est-ce que j'ai évité de dépenser en plus?
Et à chaque fois qu'on demande maintenant à nos équipes de déclarer les gains qu'ils constatent ou qu'ils mettent en œuvre sur le terrain, en plus, on leur propose une typologie de gains dans lequel on va retrouver les axes du plan de transformation et les outils du Lean que je détaillerai après. Et donc ça, c'est très important parce que c'est un élément sur lequel on se dit, même si de façon unitaire, c'est jamais que complètement parce qu'on a mis de l'excellence opérationnelle en place qu'on fait des gains. Ça serait un peu présomptueux aussi de dire que c'est ça. Ce qu'on sent, c'est que le fait de supporter les opérations par un système d'excellence et une aide au déploiement, ça contribue à la performance, ça la met en perspective. Et la première année de mesure de gain, finalement, on a quasiment atteint 80% de notre premier objectif de gain. Ça fait, on en est à la 3e année aujourd'hui et on est toujours entre 80 et 90% de ce qu'on s'était fixé comme objectif, ce qui est managérialement au-dessus de ce qu'on attendait vraiment. Parce qu'il y a aussi avec ces objectifs de gain, il y a aussi une dynamique managériale de mise en mouvement des opérations. Et on est franchement content du résultat. Et aujourd'hui, ces sujets de mesure de performance dans les équipes, ils sont compris, ils sont appropriés, ils continuent à se déployer et ils sont même réclamés par nos clients pour objectiver ce que nous, en tant qu'ingénieristes, ce que nous, dans nos projets, nous faisons en contribution à la performance des opérations. Donc, c'est important de mesurer. Je parlais de communication tout à l'heure. Pour accompagner nos objectifs, nos déploiements, on continue à communiquer. On a communiqué au démarrage du plan. On a fait une convention managériale en 2020 qui remettait en perspective ce qu'on voulait faire en ligne, en digital. Et on a réuni nos 300 managers pour leur expliquer ce qu'on allait faire et ce qu'on attendait d'eux. On a communiqué régulièrement en interne sur l'avancement, sur redonner du sens. Et enfin, je parlais de Shin Kanri tout à l'heure, je vous ai présenté très rapidement notre master plan. On a un système de suivi des engagements annuels de nos opérations, de nos BU, avec mensuellement une mesure d'avancement du plan. On a ce qu'on appelle, nous, la lettre performance. Et on rend compte et on explique comment on progresse, là où on est bon, là où on n'est pas bon. Et ça, c'est diffusé à l'ensemble des salariés. C'est même inscrit pour un certain nombre d'indicateurs dans nos accords d'intéressement. Et j'ajoute enfin que le comité exécutif du groupe nous demande de rendre compte régulièrement sur l'avancement, puisque l'engagement de performance, c'est un engagement qui est suivi au niveau direction générale tous les trimestres. On va essayer d'être homogène et cohérent sur l'ensemble des sujets. Donc, je vous ai parlé de résultats en termes de mesures tout à l'heure. Un autre élément de résultat que je peux partager avec vous, macroscopique. Donc, de la même façon, corrélation n'est pas causalité et ça va être difficile de démontrer que parce qu'on a fait ça, on en est arrivé là. Maintenant, ça a forcément un effet contributif. Donc, l'ingénierie et les projets, ils sont pilotés par les plannings. Les projets, les activités ont des scorecards. Ces scorecards, ce sont essentiellement des jalons à tenir. Je vous ai mis quelques métriques là sur le slide. On a un indicateur macroscopique de la performance de nos opérations qui est l'on-time delivery. Et donc, voilà ce que ça veut dire en termes de track record sur les 3 dernières années. Fondamentalement, depuis qu'on a démarré les activités de façon adaptée en termes de Lean, en termes de transformation digitale, on voit qu'on a significativement dans le même temps une amélioration de l'OTD de l'APU projet. Donc, c'est un des éléments sur lesquels on se dit qu'il y a une véritable contribution de ces systèmes d'excellence, de ces systèmes de Lean à la performance des opérations, en cela que ça améliore la performance des projets, ce qui est le thème central de ce que nous cherchons à faire. Voilà. On va reparler de management visuel, de pilotage des activités, de résolution de problèmes un petit peu plus tard. Merci Yann pour la présentation sur le déploiement du Lean et l'adaptation du Lean sur le Orano projet. On a une question rapidement là qui peut être adressée, qui vient d'être posée. C'est sur les 300 managers, combien sont impliqués et pratiquent opérationnellement l'excellence opérationnelle, et puis en termes de certification de compétences, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme niveau de certification de compétences, Green Belt, Black Belt, voilà, combien sont certifiés?
Alors, je vais commencer par les compétences. Donc, la démarche de certification Green Belt, Black Belt, elle est récente, hein, puisqu'on l'a lancée en 2020. Donc, là, on a les tout premiers Black Belt. On vient d'en avoir, là, en septembre, c'était 4. Les 4 premiers pour l'ingénierie. On a fait le choix que les Black Belt soient tous des membres du métier excellence opérationnelle de l'ingénierie, c'est-à-dire que c'est leur métier à temps plein que de faire ça. Voilà, donc nécessairement, ça veut dire que ils vont pas être nombreux, hein. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, mais c'est une compétence qu'on acquiert pour le déploiement. Les Green Belt, on en est à la 2e promotion certifiée, donc on doit en avoir de tête, je dirais, une quinzaine à peu près, et ça va poursuivre. Et puis, on a un niveau de sensibilisation qu'on a mis en place qui s'appelle le White Belt, qui est vraiment là pour accompagner l'acculturation. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus, hein, puisque à la fin de l'année 2023, je pense qu'on en aura eu au moins 150 personnes qui sont passées dans ces formations-là. Donc, il faut remettre ça en perspective d'une ingénierie qui fait à peu près 1700 personnes, hein. Donc, ça commence à être significatif en termes d'acculturation. Un point que je peux préciser sur les certifiés, donc les Green Belt, ils n'ont pas vocation à faire de l'excellence opérationnelle leur métier, sauf s'ils le souhaitent. Donc on accepte qu'ils soient ailleurs dans les opérations. On est en train de se poser la question pour les années futures de, maintenant que cette taille critique de compétences augmente, comment est-ce qu'on va animer cette communauté? Donc là, c'est un vrai sujet pour le 2e semestre, hein, et les années futures, puisqu'on a vocation à croître en termes de compétences. Ça, on n'a pas encore la réponse. Et puis, l'autre élément que je voulais préciser sur la certification, je vous ai parlé de Black Belt tout à l'heure. Un choix fort qu'on a pris en tant que manager et pour le déploiement de ces nouvelles compétences, on s'est dit les Black Belt et le métier excellence opérationnelle, ça ne peut pas être un métier où les équipes restent à faire de l'excellence opérationnelle toute leur vie. On veut du turnover et on veut que les gens qui soient Black Belt et qui fassent de l'excellence opérationnelle leur métier, ce soit un point de passage dans leur carrière professionnelle qui leur permettent peut-être d'apprendre autre chose, de découvrir du transverse, d'acquérir des compétences qu'ils n'auraient pas eues sinon, et de les renvoyer ensuite dans les opérations d'ingénierie et de projet pour qu'ils puissent mettre en œuvre sur le terrain tout ce qu'ils auront acquis dans ce passage de leur parcours professionnel. Et moi, je suis très content de dire que parmi les Black Belt là, dont on a fait la première certification, il y en a déjà 2 dans l'équipe qui nous ont rejoints en 2020, qui sont en train ou qui ont commencé à prendre des responsabilités dans des projets majeurs du groupe. C'est aussi important, je pense, en termes de mindset sur la construction d'une équipe et l'attractivité de cette équipe dans un contexte de nouveauté. Après, merci, il y avait... merci Yann. On va avancer dans la... Ouais, parce qu'effectivement, on répondra aux questions par écrit. Là, on a encore 10 minutes, tout petit peu plus de 10 minutes pour terminer la webconférence. Donc, on va passer à l'illustration concrète sur des projets. Voilà, 10 minutes maxi, puis après, je conclurai. Mais voilà, vos questions sont tout à fait pertinentes. On essaie d'y répondre par écrit au fur et à mesure. Et puis, celles qu'on n'aura pas traitées, voilà. Tu fais bien de m'arrêter, Jean-Christophe, parce que ces sujets étant passionnants, je pourrais y passer vraiment beaucoup de temps. Tout à fait. Voilà, donc je te laisse la main sur les... Donc maintenant, on va rentrer sur des exemples concrets. Donc là, on va se placer du point de vue du référentiel. Je vous ai pas beaucoup parlé de management visuel. Je vais vous présenter des exemples de ce qu'on fait en termes de management visuel. Alors, vous comprendrez que dans le contexte, les exemples ils sont anonymisés. Il y aura pas de données, vous ne pourrez pas lire de données réelles de projet. Par contre, sur le fond, ce sont des exemples qui sont issus de réalités de mise en œuvre sur le terrain. Je préfère prendre ces précautions d'usage. Donc, en termes de management visuel, donc je vous ai dit, on a des incontournables. Donc, ces incontournables, on fait en sorte qu'ils soient adressés dans des OBIA. La plupart des OBIA, des managements visuels aujourd'hui, chez nous, ils sont digitalisés. On utilise beaucoup un outil, mais il y en a d'autres de digitalisation qui s'appelle iOBIA. Ça nous sert dans notre contexte, puisque nous avons des équipes souvent réparties en multisites. Ça nous sert aussi à discuter avec nos fournisseurs. Bref, c'est quelque chose qui nous aide vraiment à piloter nos opérations et qui est efficace en termes de suivi d'avancement accessible à tous. Voilà. Donc, vous trouverez beaucoup d'exemples digitaux ici. Donc, ce qu'on a essayé de faire quand on parle de management visuel, c'est de faire en sorte de mettre en place des routines de pilotage et des routines de pilotage outillées avec des panneaux qui reprennent les thèmes qu'on veut voir
qu'on veut voir adresser en termes de pilotage des opérations, que ce soit dans les projets ou dans les métiers. Donc, fondamentalement, on se pose la question à chaque fois de la voix du client. Donc, on met en place des encarts dans la façon dont sont managées les équipes, où à chaque fois, on leur demande qu'est-ce qu'en pensent vos clients, est-ce que vous avez des retours clients, qu'est-ce qu'attendent vos clients. C'est la première question qu'on doit se poser quand on réalise des projets en interne. On a des modèles d'animation, des managements visuels qui évoluent avec parfois des séquences qui sont faites avec les clients eux-mêmes, qui permet d'avoir des dynamiques d'équipes de plateaux partagés. Voilà, on a des routines sans les clients, mais on en a aussi avec. Ça permet aussi d'acculturer les clients au lean engineering et au suivi des projets. Donc voilà, voix du client, très important pour nous. Et puis, beaucoup d'efforts et de mise en structuration pour le pilotage, de planning. Je vous ai parlé de flux tiré. Donc, on a des activités jalonnées, on a des choses à produire, on a des choses à rendre, des choses à construire. Donc, tout ça, c'est mis en planning. Et ces plannings, c'est au cœur de la performance de nos activités d'ingénierie et de projet. Et donc, on les rend accessibles à un niveau relativement macroscopique, mais sur lequel, là, par exemple, en termes de lignes, vous pouvez avoir des work packages, ou vous pouvez avoir des livrables à faire par discipline. C'est ça les différentes couleurs. Et donc, vous allez retrouver un planning macroscopique de ce qu'il y a à faire à l'horizon 6 mois, 1 an. Ça va dépendre de la maille d'activité du projet et de la phase dans laquelle vous êtes. Mais fondamentalement, vous mettez votre planning à gauche. Et en face de ce planning, vous avez une activité à plus court terme sur S+1, S+1, S+2, S+3. Ça, encore une fois, ça va dépendre de la granulométrie du projet, sur lequel vous avez les tâches et vous vous assurez en permanence que les tâches que vous avez à faire, vous êtes en capacité de les faire. Vous discutez en tant que projet avec les équipes métiers qui vous accompagnent et qui sont censées livrer les opérations, et vous avez la ligne de vie et vous êtes en permanence capable de corriger la trajectoire si vous sentez que vous êtes en écart. Voilà. Ça, c'est un point clé de ce qu'on met en œuvre dans les managements visuels chez nous. Donc, je vous ai donné d'autres exemples. Là, ce que je vous ai montré tout à l'heure en termes de planning, c'était plutôt vue d'un projet, pardon. Là, ici, vous avez un exemple de panneau vue d'une équipe métier. Donc, je vais essayer de contextualiser. Donc, vous avez un projet avec une installation à livrer qui fait appel à différentes disciplines techniques. Prenons par exemple le procédé génie chimique. Le procédé génie chimique, il a plein d'équipes d'ingénieurs compétents en génie chimique qui servent plein de projets différents. Et donc, ce qu'il faut, c'est que la personne qui est responsable de ces compétences, elle puisse avoir l'entrée de charge et la visibilité de ce qui est attendu de tous les projets pour être capable en permanence d'affecter correctement les bonnes équipes en qualité et en quantité au service de la tenue du planning des projets. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une forte articulation entre projet et métier sur le planning. Vous allez retrouver finalement dans les équipes métiers chacune des attentes des projets rebasculées dans une forme de analyse capacitaire, adéquation charge-ressources. Voilà, il y a plusieurs exemples. On a aussi, comme on est en train de travailler sur des installations et des produits, on fait en sorte de s'assurer qu'on a une gestion de configuration des objets qu'on est en train de développer. Et ça, on l'a mis en place sous management visuel. Il y a plein d'autres façons de le faire. Et évidemment, on s'assure, quand on est projet et métier, de suivre les KPI qui sont relatifs à l'activité. Voilà, fondamentalement, quelques exemples. Je voulais juste rajouter sur les exemples qui sont ici, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, on s'assure qu'on a une visibilité de ce qu'il y a à faire, qu'on est en trajectoire. Et si on ne l'est pas, on s'assure qu'on a identifié qu'on ne l'était pas et mis en place les plans d'action pour retourner sur la trajectoire attendue. Et donc, souvent, dans ces panneaux de management visuel, vous avez le suivi de l'activité et juste à côté, les plans d'action en face de l'animation du suivi d'activité, qui sont eux aussi revus à la fréquence de l'animation du management visuel lui-même. QRM, plan d'action complètement en phase avec tout ça. Alors, si j'avance dans les autres éléments qu'on déploie, j'ai beaucoup parlé de management visuel, j'ai beaucoup parlé de la méthode de projet. Donc, on a aussi... on parle d'écart à la trajectoire, on parle de lisser et de tirer les flux. Forcément, on se pose aussi la question pour nos opérations de la chasse au gaspillage. Donc, en projet ingénierie, on a repris les 7 MUDA,
Et on s'est dit que finalement, pour nous, il y en avait un 8e qui était la mauvaise utilisation des ressources. On a des gens qui sont compétents avec un haut niveau d'éducation. Si on les utilise pour faire du travail de mise en forme de documents Word, il y a quelque chose qu'on a un petit peu raté collectivement. Donc c'est un MOODA ou un gaspillage que nous, on a rajouté dans notre référentiel. Et finalement, de la même façon que tout le reste, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment, ça aussi, on l'anime en management visuel. Je vois l'heure qui tourne, donc j'avance. Encore On a 2 minutes. Ouais, donc on a digitalisé, si on prend un peu de champ, on a aussi digitalisé tout ce qui est résolution de problèmes. À partir du moment où on rend visible les écarts à la trajectoire, ça veut dire qu'on a peut-être des choses qui vont au-delà de la nature d'un plan d'action court terme, on peut avoir des problèmes. Donc on a des systèmes de 5 pourquoi, où on a un référentiel de A3 ou de 8D pour les sujets complexes et transverses. Et ça, pareil, on l'anime et on les met en œuvre. On a aussi des réflexions autour de tout ce qui est diagramme de flux et VSM. Et on ne va pas se baser sur ce qui se passe dans un atelier, on va se baser sur l'efficacité des processus transactionnels, parce que c'est quand même ça qu'on manipule en tant qu'ingénieur au quotidien. Voilà. Mais on déploie ces méthodologies-là aussi pour nous-mêmes, tout étant souvent basé sur le management visuel, à montrer qu'il y a des trucs qui ne marchaient pas. Comment on fait? Et je termine avec une ouverture sur la transformation digitale dont j'ai peu parlé. Finalement, les principes que je viens de vous exposer sur les choix qu'on a fait en termes d'adaptation du sujet du Lean à l'ingénierie, finalement, on les implique aussi à la mise en œuvre de projets de transformation digitale. Fondamentalement, là, moi, je suis. Le groupe a fait récemment le choix de se lancer dans un programme de Product Lifecycle Management que j'ai le plaisir de piloter. On s'est dit que finalement, appliquer les principes du Lean à la transformation digitale sur des populations d'ingénieurs, c'était complètement adapté. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On ne se contente pas de choisir un logiciel et de le déployer dans des équipes. Ça, chez nous, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne livre pas le service et la performance attendue. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'occasion des projets digitaux pour se reposer la question de, fondamentalement, est-ce que nos processus sont efficaces? Moi, je ne veux pas digitaliser des MOODA. Ce que je veux faire, c'est, à l'occasion de la digitalisation, de travailler sur l'efficacité de nos processus, de travailler sur l'évolution des organisations, dans les rôles et responsabilités. On revisite des RACI, on revisite des procédures. Et finalement, quand on se dit qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on met en place les principes du Lean à la transfo digitale. Et on se rend compte, ça, pour le coup, que dans nos équipes et les équipes qu'on essaye d'embarquer en termes de transformation, c'est quelque chose qui est un véritable vecteur d'adhésion. Et c'est un témoignage que je trouvais intéressant de partager, qui est, je pense, particulièrement valable sur des populations d'ingénierie de projet. Je m'arrête là, Jean-Christophe. Merci Yann, parfait. Ça me laisse quelques instants là pour conclure et effectivement pour apporter quelques enseignements sur tout ce qui a été présenté. Donc en reprenant les différentes étapes de la vie d'un projet, on peut arriver à avoir 6 enseignements. Le premier des enseignements que tu nous as illustré, c'est bien capter la voix des clients, bien connaître la voix des clients pour être rassuré sur la capacité à les satisfaire et à obtenir des livrables en lien avec ces exigences. Donc, tu as précisé le fait d'impliquer les clients dans les rituels de pilotage. C'est tout à fait intéressant au départ de bien capter, mais aussi de s'assurer tout au long du projet qu'on est bien en phase avec les exigences des clients qui elles-mêmes peuvent évoluer. Le deuxième point, c'est planifier en flux tiré. Donc ça, c'est un enseignement extrêmement intéressant. En partant de la fin, on peut faire un rétro-planning, en pilotant sur les jalons, les grandes phases du projet, en s'assurant qu'on est dans une approche équilibrée aussi, de pilotage charge-capacité. Voilà, c'est le deuxième enseignement extrêmement intéressant. Le troisième enseignement, c'est la capacité à impliquer des équipes. Donc, tu nous as beaucoup parlé du management visuel, de la performance. Donc, ce sont les rituels permettant en collectif d'impliquer des équipes dans le pilotage du projet. L'autre point qui va être intéressant, c'est la chasse au gaspillage, donc avec les VSM, les diagrammes de flux, faire ressortir les différents gaspillages, les irritants, donc 8 gaspillages du Lean. Mais une des questions, c'était aussi au niveau de la variabilité, donc les mouras et puis les excès, les mouris, qu'on va essayer de réduire dans les projets. Et puis la capacité à se caler des standards
des référentiels. Alors, il y a beaucoup de référentiels dans les projets, mais là, l'idée, c'est de se fixer des standards de pilotage des projets qui font appel à tout ce qu'on vient de voir. Et on va former les équipes aussi sur ces standards internes de pilotage des projets. Et puis, la capacité à progresser, à faire des retours d'expérience à la fin des projets, mais aussi au niveau des différentes phases clés. Voilà, 6 enseignements sur le Lean Engineering appliqué au projet. Et donc, la réponse, elle est bien positive. Le Lean s'applique au projet. Voilà, je vais laisser la parole à Camille pour conclure, puisque nous arrivons à midi. Et bah ça, c'est du timing, hein, parfait, hein, midi pile. Et bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, Yann et Jean-Christophe pour cette webconférence. Alors du coup, juste brièvement, bah, du coup, pour les questions-réponses, il y en a eu vraiment beaucoup. Vous avez vraiment posé beaucoup de questions. C'est vrai qu'en termes de timing, on ne pouvait pas aller au-dessus de midi. Ce que je vous propose, c'est que vous avez tous mon adresse mail. Donc n'hésitez pas, s'il y avait des questions auxquelles vous vouliez vraiment avoir des réponses précises, je vous invite à me les adresser et comme ça, je les transmettrai aux animateurs qui pourront prendre le temps de répondre à certaines de vos questions. Du coup, juste, je vous affiche cette slide pour vous présenter les prochaines dates de nos webconférences. Nous aurons une webconférence le 27 octobre sur le Lean Digital et comment et pourquoi intégrer du digital dans vos démarches Lean. Ensuite, nous aurons une webconférence le 17 novembre sur le Lean et la transition écologique. Et enfin, nous finirons l'année avec une webconférence sur comment la démarche statistique peut booster la productivité de votre entreprise Lean. Voilà, écoutez, il est midi, on est pile poil dans le timing. Je vais essayer de regarder un petit peu toutes vos questions, regarder pour éventuellement en transférer, mais surtout, n'hésitez pas à me les adresser directement et comme ça, on fera le maximum pour essayer de répondre à vos questions. Je vous affiche également ces slides, comme ça, vous avez aussi le lien vers notre site internet. Et nous avons également nos réseaux sociaux si vous souhaitez venir nous poser des questions sur les réseaux ou nous suivre pour avoir plus d'informations sur ce que nous faisons. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre Merci à participation tous. à tous. Merci à tous. Merci beaucoup aux animateurs pour cette webconférence. Je vous souhaite à tous un bon appétit et à bientôt. Bon week-end. Au revoir. Merci.